En Ukraine, Mariupol frappé mardi par 2 bombes superpuissantes. La ville est défigurée. Quelques 100 000 civils seraient toujours coincés dans la grande cité portuaire. La communauté internationale poursuit ses efforts pour tenter de parvenir à la paix en Ukraine. D'un côté, la diplomatie, de l'autre, les sanctions contre Moscou. L'OMS estime que les pays européens ont levé trop brutalement les mesures anti-Covid alors que les cas de contamination augmentent à nouveau sur le continent. L'aéroport de Mariupol en Ukraine, dévasté comme la plupart des bâtiments de la ville. La grande cité portuaire du sud de l'Ukraine est pilonnée depuis des semaines. Ce mardi, ce sont 2 bombes russes superpuissantes qui ont frappé Mariupol, dont il ne reste plus rien, selon le président ukrainien. Volodymyr Zelensky qui a réitéré ses appels à un cessez-le-feu pour permettre à une partie des 100 000 civils encore coincés dans la ville de partir. Des conditions de vie insupportables, un paysage apocalyptique, des cadavres et des bâtiments défigurés. C'est ainsi que l'ONG Human Rights Watch décrivait Mariupol ce mercredi. Ce n'est pas la guerre, c'est un génocide, a quant à elle déclaré la procureure générale d'Ukraine. Les théâtres de guerre ont des règles, des principes. Ce que nous voyons à Mariupol, c'est l'absence totale de règles. C'est une ville otage. Une ville otage à laquelle il est impossible de fournir de la nourriture, de l'eau, de l'électricité. Et la Russie sait parfaitement ce qu'elle fait ici. Toujours au sud, à Kherson, occupé par l'armée russe, une manifestation de civils a été dispersée lundi par des tirs d'armes automatiques, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Kiev, Kharkiv, Mykolaïv, Tchernigiv, Odessa, les bombes défigurent les villes ukrainiennes, au même rythme que les larmes roulent sur les joues des habitants confrontés à la peur et à des séparations chaque jour plus déchirantes. La capitale ukrainienne, Kiev, sort ce mercredi matin d'un nouveau couvre-feu de 35 heures à la nouvelle que de nouveaux quartiers résidentiels ont été frappés dans la ville. Le quartier d'Obron, au nord de Kiev, a été une nouvelle fois touché, entraînant la mort d'au moins une personne. Les secours se sont précipités sur les lieux mardi pour éteindre un incendie dans un immeuble résidentiel de ce quartier. Et de grands et épais panaches de fumée ont pu être vus depuis le centre de Kiev tout au long de la journée jusqu'à ces dernières heures. Les sirènes ont continué à retentir, avertissant de la menace aérienne. Et bien sûr, de nombreux habitants restés ici dans la capitale ukrainienne ont cherché à s'abriter dans les bunkers, dans les stations de métro, mais aussi dans les anciens bunkers soviétiques qui se trouvent ici dans la ville. C'est devenu une habitude pour ceux qui sont restés ici à Kiev. Et une autre chose qui pourrait devenir une autre routine pour eux est l'utilisation de masques. Le maire de Kiev a demandé aux habitants de se procurer des masques FFP2, non pas à cause du Covid, mais en raison des niveaux de pollution dans la capitale ukrainienne, dus principalement aux nombreuses explosions et aux incendies qui ont suivi dans la périphérie de la ville. Annelise Borges in Kiev for Euronews. Près d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, la communauté internationale poursuit ses efforts dans l'espoir d'obtenir un cessez-le-feu. Ce conflit a déjà engendré des pertes humaines considérables et des dégâts catastrophiques dans les zones urbaines. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine n'a aucun sens. La poursuite de cette guerre est moralement inacceptable, politiquement indéfendable et militairement insensée. Ce que j'ai dit à cette tribune il y a presque un mois devrait être encore plus évident aujourd'hui. À tout point de vue, il est temps d'arrêter les combats et de donner une chance à la paix. Il est temps de mettre fin à cette guerre absurde. Alors que les Européens s'apprêtent à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou, l'hypothèse d'un embargo total sur le pétrole russe, inenvisageable il y a peu, est désormais sur la table,
même si la question divise toujours autant les États membres. La position du Parlement européen a été très claire depuis le début. Nous devons devenir totalement indépendants vis-à-vis de la Russie. Et cela doit être notre objectif ultime. Nous achetons notre énergie à nos amis et non à nos ennemis. Et indirectement, nous finançons cette guerre tous les jours. Contrairement aux Européens, la Turquie ne s'est pas jointe aux sanctions contre Moscou tout en qualifiant d'inacceptable l'invasion des troupes russes en Ukraine. Dans ce conflit, Ankara se pose avant tout en médiateur, une position saluée par le Premier ministre néerlandais en visite en Turquie. Nous serions bien sûr très favorables à ce que la Turquie mette en œuvre les sanctions contre la Russie. Mais je pense que nous devons aussi nous réjouir du fait qu'Ankara joue aujourd'hui son rôle de leader diplomatique. Chaque week-end, plusieurs centaines de personnes, des Ukrainiens pour la plupart, viennent se recueillir ici, au siège de l'église orthodoxe russe, à Madrid, en Espagne. Son responsable, Andrei Kordochkin, né à Saint-Pétersbourg, en Russie, n'hésite pas à critiquer Vladimir Poutine. Je pense que c'est un homme qui a une vision grandiose de lui-même. Je ne suis pas psychiatre, mais c'est quelque chose qui caractérise les psychopathes et les personnes souffrant de narcissisme. Mais il n'est pas la seule personne comme ça dans l'histoire. Sofia Ladaniuk est russe, elle aussi. Elle s'est rendue en Ukraine pour aller chercher sa grand-mère. Elle redoute aujourd'hui de ne pas pouvoir retourner en Russie. Ce qui me manque le plus, c'est ma famille et mes amis. Je réalise qu'il y a une chance que nous ne nous revoyions jamais. Quelques 95 000 Russes et 115 000 Ukrainiens vivent en Espagne. Dans certaines villes où ils représentent un pourcentage important de la population, l'invasion de l'Ukraine a provoqué certaines tensions. En revanche, les couples qui n'ont pas la même nationalité ont une position commune sur l'agression russe. C'est le cas de Polina Korneva et Vadim Kyryliuk. Elle est russe et sa condamnation de la guerre l'a éloignée de sa famille qui vit au sud de Moscou. Quand j'ai réalisé que la plupart d'entre eux étaient en faveur de l'invasion, j'étais comme morte à l'intérieur. J'ai senti mon cœur saigner. J'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Son compagnon Vadim Kyryliuk est ukrainien. Il explique que la situation est telle qu'elle conduit à rompre avec certains contacts. Il y a d'autres personnes qui sont de nationalité russe avec lesquelles j'ai rompu et avec lesquelles je ne pourrai jamais entretenir une quelconque relation. Avec la guerre, le couple s'est rapproché davantage dans sa relation, même s'il consacre désormais une grande partie de son temps à suivre les informations sur l'Ukraine. Les pays européens ont-ils levé trop tôt les restrictions sanitaires? C'est l'inquiétude de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé déplore une hausse des cas de contamination dans plusieurs pays du continent, en particulier en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou encore en Grèce. Après avoir nettement chuté fin janvier, le Covid-19 connaît depuis le début du mois un regain inquiétant. Au cours des 7 derniers jours, l'OMS a recensé dans les 53 pays de la zone Europe plus de 5 millions de nouveaux cas et près de 12 500 décès. Lors d'une conférence de presse en Moldavie, Hans Kluge, le directeur de l'OMS en Europe, a évoqué une stratégie en 4 points qui permettra, selon lui, de sortir durablement de la pandémie. Vacciner les plus vulnérables, détecter plus rapidement les nouveaux variants, faciliter l'accès aux médicaments antiviraux et enfin améliorer la prise en charge des Covid longs, alors qu'environ 15% des malades présentent encore des symptômes 12 semaines plus tard, a-t-il expliqué en substance. Outre l'Europe, la Chine affronte également sa pire flambée épidémique depuis 2020, en dépit d'une politique anti-Covid particulièrement stricte qui pèse sur l'économie. Les autorités chinoises ont décrété ce mardi le confinement de Shenyang, une cité industrielle de 9 millions d'habitants. Le conducteur qui a foncé ce week-end dans une foule rassemblée pour un carnaval en Belgique a été incarcéré ce mardi. Il a été inculpé pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires. Ce drame survenu en Belgique francophone a fait 6 morts et 39 blessés.